Bonjour à tous et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Bonjour Claude Lafleur. Bonjour Florent, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, là, je suis vraiment heureux de partager une expérience exceptionnelle, j'insiste sur le mot, que j'ai vécu le 8 avril dernier. Et en effet, aujourd'hui, Claude et moi avons souhaité revenir sur un des phénomènes astronomiques des plus populaires et dont un bel exemple a eu lieu en Amérique du Nord et au Mexique, aux États-Unis et au Québec début avril, les éclipses de soleil. On en a beaucoup parlé avant, on en a beaucoup parlé pendant. Je pense que vous avez peut-être vu certaines images si vous n'avez pas eu l'occasion d'y aller vous-même. Et nous abordons le sujet un peu après tout le monde. Alors, qu'y a-t-il encore à dire sur cette éclipse ? C'est en échangeant avec Claude sur son vécu qu'il m'a semblé évident que son expérience méritait d'être partagée. Et dans le même esprit, Claude a de son côté recueilli le témoignage de Jean-René Roy, astrophysicien de renom que nous accueillons toujours avec plaisir dans ce balado, et qui nous partagera lui aussi ses observations. En fait, je ne sais pas si en Europe, vous en avez entendu parler abondamment. Ici, ça a été presque un délire médiatique pendant au moins un mois et demi. On en a parlé ad nauseam à tous les jours. Et évidemment, au lendemain de l'éclipse, tout le monde en a parlé. Je pense que ce balado-là s'adresse plus à nos amis européens qui n'ont pas eu la chance de vivre l'aventure qu'on a vécue. Fait que je pense que pour nos auditeurs québécois et québécoises, ils vont dire « Oh non, pas encore l'éclipse, on en a déjà tellement parlé ». Donc, on s'adresse plus à vous en Europe en espérant vous faire partager notre expérience. Et on peut déjà tout de suite le dire, expérience que vous allez peut-être pouvoir vivre dans à peu près 2 ans parce qu'il y a une éclipse en Espagne et au Portugal en 2026. Donc, on vous prépare à vivre une expérience vraiment exceptionnelle comme on a vécu, comme on va le relater un peu plus tard. C'est vraiment une expérience sociale plus qu'une expérience astronomique. Donc, on s'adresse à vous et malheureusement pour nos collègues québécois et Canadiens, ils vont dire « Oh non, pas encore l'éclipse ». Oui, je suis désolé, je n'y avais pas pensé, mais peut-être que ce balado est le fruit de ma frustration de ne pas avoir participé en direct. Mais en même temps, là, il y a beaucoup de choses à dire. Et c'est aussi l'occasion pour nous de profiter de l'événement pour aborder quelques aspects techniques sur les éclipses. Et puis pour moi, de poser quelques questions de néophyte sur cette curiosité astronomique. Et pour commencer, Claude, tout corps céleste peut être éclipsé, j'imagine, c'est ça? Bien, en fait, pour qu'il y ait une éclipse, il faut que... Bon, on parle d'éclipse solaire, là, ça va être le thème d'aujourd'hui, donc le fait que le Soleil soit éclipsé. Pour que ça arrive, il faut que vous habitiez sur une planète où il y a une lune qui va passer entre vous et le Soleil pour éclipser le Soleil. Ça veut dire que, par exemple, si on pouvait, théoriquement, habiter sur Mercure ou sur Vénus, ben, il n'y aurait pas d'éclipse parce qu'autour de ces deux planètes-là, il n'y a pas de lune. Il n'y a pas de satellite naturel qui passerait à certains moments de l'année entre le Soleil et la planète. Dans le cas de Mars, ben là, ils ont deux petits satellites, Phobos et Deimos. On pourrait dire, mon Dieu, ils ont la chance d'avoir des éclipses plus souvent que sur Terre, sauf que ce sont des satellites minuscules qui mesurent quelques dizaines de kilomètres de diamètre et probablement qu'ils ne sont vraiment pas suffisants. Enfin, ils sont très certainement pas suffisants pour éclipser le Soleil. Fait en certaines circonstances, sur Mars, on doit pouvoir les voir passer devant le Soleil, devant l'étoile, mais pas assez pour éclipser totalement l'étoile. Si on va un peu plus loin, on pense aux planètes lointaines, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Là, il y a souvent abondance de lunes. Autour de ces planètes-là, il y a des dizaines, des douzaines de lunes. Sauf que là, vous êtes tellement loin dans le système solaire que le Soleil apparaît comme probablement une étoile très brillante, l'étoile la plus brillante du firmament quand vous êtes sur ces planètes-là, mais ça n'a rien à voir avec le Soleil que nous, on voit. Donc, si le Soleil est éclipsé par l'une ou une autre des lunes de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et de Neptune, ça ne doit vraiment pas avoir l'impact que ça a sur Terre. Tout ça pour dire qu'on est vraiment, vraiment chanceux. On se trouve donc assez proche du Soleil. On a une belle grosse lune qui l'éclipse et c'est un phénomène qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le système solaire. On est privilégié. Oui, j'imagine que le Soleil, quand on est sur Terre, le Soleil peut être éclipsé aussi par Vénus et Mercure, mais étant donné leur taille et leur distance, on va peut-être plutôt parler d'occultation à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est la même chose. En fait, on parle plus d'un transit. Si vous cherchez des photos de transit de Vénus et de transit de Mercure, c'est qu'on peut voir ces deux planètes-là
parfois passer devant le Soleil. Mais là, il y a une minuscule tache noire qui est la planète en question qui passe devant le Soleil. C'est très difficile à observer avec l'œil nu, ça prend des appareils, ce qui fait que quand Vénus passe devant le Soleil par rapport à nous, il est loin de l'éclipser. C'est ce qu'on appelle un transit, mais ça n'a rien à voir avec les éclipses. Donc nous sommes très chanceux, effectivement, d'avoir une lune aussi grosse, en tout cas de la bonne taille, finalement. Ni trop grosse, ni trop petite. En fait, là, on a la chance d'avoir un phénomène qui est unique, c'est-à-dire que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est 400 fois plus proche de nous que le Soleil. Ce qui fait que les deux phénomènes se confondent. Le diamètre apparent de la Lune est exactement égal au diamètre apparent du Soleil, étant donné la taille et la distance des deux astres. C'est une coïncidence remarquable parce que si la Lune avait été, par exemple, 2 fois plus petite, il n'y aurait pas eu des éclipses totales comme on voit là. Ou si le Soleil aurait été beaucoup plus proche, par exemple 200 fois plus proche au lieu de 400 fois, bien, à ce moment-là, le Soleil, la Lune aurait passé devant le Soleil, mais elle n'aurait pas éclipsé le Soleil. On est donc en présence d'une coïncidence extraordinaire. Peut-être qu'elle se retrouve ailleurs dans la galaxie où, comme par hasard, la distance et le diamètre apparent des deux astres fait qu'il y a éclipse totale, mais ça doit être très, très, très rare. On est vraiment chanceux parce que je ne suis pas certain on va un jour retrouver des circonstances comparables ailleurs dans la galaxie, même si ça existe peut-être, étant donné les centaines de milliards d'étoiles qui existent. Là. Mais tout ça pour dire qu'on est vraiment chanceux, on bénéficie d'une circonstance qu'on trouve probablement très, très, très rarement dans la galaxie. C'est certainement pour ça qu'on est visité par des extraterrestres. On doit être une espèce de curiosité touristique. Peut-être qu'ils viennent assister à nos éclipses. Et nous savons tous, a priori, qu'une éclipse se produit lorsque notre Lune passe entre le Soleil et la Terre, projetant alors un cône d'ombre sur une partie de la surface terrestre. Mais alors pourquoi n'y a-t-il pas, Claude, des éclipses à chaque fois que la Lune fait un tour de Terre, c'est-à-dire plus ou moins 13 fois par an? C'est une très bonne question, parce que si la Lune tournait exactement dans le même plan que le Soleil, qu'on appelle l'écliptique, chaque mois, elle passerait devant. Donc, chaque mois, on aurait des éclipses. Le problème, c'est que la trajectoire de la Lune fait un petit angle par rapport à l'équateur du Soleil, qu'on appelle l'écliptique, un angle de 5 degrés. Ce qui fait qu'à chaque mois, au moment de la nouvelle Lune, là, quand il y a une nouvelle Lune, donc on ne la voit pas la Lune parce qu'elle est comme en plein jour, c'est que la Lune passe à peu près devant le Soleil. Sauf que généralement, elle va passer soit au-dessus du Soleil ou soit en dessous du Soleil, donc à cause de son angle de 5 degrés. Donc, et parfois, la coïncidence va bien donner les choses. Elle va passer exactement devant le Soleil et c'est là qu'on a une éclipse. Fait que si ce n'était pas de l'inclinaison de 5 degrés de la trajectoire du Soleil, on aurait des éclipses chaque mois. Ça serait presque banal tout en étant spectaculaire. Mais en réalité, on a ce phénomène-là à peu près une fois par année où la Lune vraiment va éclipser le Soleil. Et c'est un phénomène donc exceptionnel et remarquable. Et question que je ne m'étais pas posée avant, mais sait-on la raison de cet angle, de ce que forme la Lune par rapport au plan du Soleil de 5 degrés? Je ne pense pas qu'on connaît la raison. Comme je l'ai rapporté dans un balado récemment, on ne sait pas exactement d'où vient la Lune. On a une hypothèse comme quoi la Lune s'est formée à partir de la Terre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un angle de 5 degrés? Moi, à connaissance, on n'a pas l'explication, mais c'est un phénomène qu'on constate. Et en plus de cet angle de 5 degrés, il y a aussi des impératifs de distance. Il faut que les distances Terre-Lune et Terre-Soleil soient les bonnes. Exactement. J'ai dit un peu plus tôt que la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est 400 fois plus proche de nous, donc les deux diamètres apparents coïncident. La situation est un peu plus complexe parce qu'il faut savoir d'abord que la Terre ne circule pas sur une orbite parfaitement circulaire, c'est-à-dire en étant toujours à la même distance du Soleil. La distance varie au cours de l'année. La distance moyenne Terre-Soleil est de 150 millions de kilomètres. En réalité, à certaines périodes de l'année, notamment en hiver, la Terre se trouve un peu plus proche du Soleil. Elle se trouve à 147 millions de kilomètres du Soleil, alors qu'en été, elle se trouve un peu plus loin du Soleil, à 152 millions de kilomètres du Soleil. Donc,
la distance entre le Soleil et la Terre varie. Donc, ça veut dire que le diamètre apparent du Soleil varie un peu, étant donné qu'on est des fois plus ou moins proche. S'ajoute à ça le fait que la Lune elle-même ne circule pas sur une orbite circulaire, mais une orbite dont la distance varie. À certains moments du mois, la Lune se trouve à 357 000 km de la Terre, mais en d'autres périodes du mois, elle se trouve à 405 000 km de diamètre. Donc, il y a une variation. Ce qui fait que d'une éclipse à l'autre, la distance Terre-Lune, la distance Terre-Soleil variant, ben, l'apparence de la Lune et du Soleil varie aussi. Ce qui fait que dans certains cas, lors de certaines éclipses, au moment où la Lune passe devant le Soleil, si le Soleil est un peu plus proche de nous, si la Lune est un peu plus loin de nous, à ce moment-là, elle ne va pas complètement cacher le Soleil. On appelle ça une éclipse annulaire, c'est-à-dire qu'on va voir une partie du Soleil tout autour de la Lune, un bel anneau brillant, parce que la Lune ne cache pas complètement le Soleil. En d'autres circonstances, lorsque les distances sont très au point, ce qui est arrivé le 8 avril, là, vous avez la Lune qui est exactement 400 fois plus petite que le Soleil, mais 400 fois plus proche. Donc là, vous avez une belle éclipse totale, comme on a pu voir. D'ailleurs, si vous regardez des photos de différentes éclipses, pas différentes photos de la même éclipse, là, mais des photos de différentes éclipses qui ont été prises au cours du dernier siècle, vous allez voir des différences. Dans certains cas, vous allez voir où le disque lunaire recouvre presque parfaitement le Soleil. Dans d'autres cas, vous allez voir toute une vaste couronne. En fait, c'est une portion du Soleil, ce qu'on appelle des éclipses annulaires. Vous allez voir que d'une éclipse à l'autre, la Lune ne cache pas aussi bien le Soleil. Maintenant, le 8 avril, on a eu la chance de voir donc une belle éclipse. Autrement, quand la Lune cache plus ou moins le Soleil parce que le Soleil est plus proche par rapport à la Lune, ben à ce moment-là, vous avez un bel anneau, c'est ce qu'on appelle une éclipse annulaire. C'est moins spectaculaire que l'éclipse totale comme celle qu'on a vue. Le 8 avril dernier, donc, on a assisté à un alignement parfait, une éclipse totale de Soleil, ce qui arrive environ tous les 2 ans. Ainsi, au cours de la décennie 2020, on a assisté ou on assistera à 5 éclipses totales en décembre 2021, avril 2024, août 2026, août 2027 et juillet 2028. Et il y a par ailleurs ce qu'on appelle tantôt, j'appelais ça des éclipses annulaires, là, où la Lune ne cache pas parfaitement le Soleil. Et il y a aussi des éclipses partielles. C'est quand la Lune passe plus ou moins devant le Soleil. Je disais tantôt que normalement, d'un mois à l'autre, la Lune passe soit au-dessus du Soleil ou en dessous du Soleil. Mais il arrive parfois qu'elle passe plus ou moins vis-à-vis, elle en croque un petit morceau, ce qu'on appelle des éclipses partielles. Et ça, les éclipses annulaires et les éclipses partielles, ça arrive à peu près une fois par année dans chaque cas. Donc, vous allez entendre parler. D'ailleurs, il y en a une de prévue. Il y a une éclipse annulaire prévue en octobre prochain. Ça arrive à peu près une fois par année. C'est beaucoup moins spectaculaire qu'une éclipse totale. Puis une éclipse partielle, ben, des fois, la Lune va éclipser un tout petit morceau du Soleil. Des fois, c'est un morceau un petit peu plus gros. Mais encore là, c'est vraiment pas spectaculaire. Et surtout, dans le cas des éclipses partielles, il ne faut pas regarder le Soleil avec ses yeux parce que là, on pourrait endommager ses yeux. Donc, des éclipses totales, ça arrive à peu près une fois tous les 2 ans. Les éclipses partielles et annulaires, à peu près une fois par année. Il y aura d'ailleurs une éclipse annulaire le 2 octobre prochain qui sera visible depuis l'océan Pacifique et l'Amérique du Sud, ce qui laisse donc moins d'opportunités d'observation. Ça, c'est un autre inconvénient des éclipses. C'est-à-dire que comme la majorité de la Terre est recouverte d'eau, la majorité des éclipses sont visibles depuis l'océan. Il faut être dans l'océan pour pouvoir voir la plupart des éclipses. Ou autrement, ben, les éclipses sont tantôt visibles en Asie, tantôt visibles en Amérique du Sud, tantôt visibles en Amérique du Nord, tantôt visibles en Europe. Mais c'est très occasionnellement que les éclipses sont visibles d'un endroit particulier. Pour donner l'exemple de nous au Québec, l'éclipse totale précédente avait eu lieu, si ma mémoire est bonne, en 1936 et la prochaine est prévue pour l'an 2106. C'est donc, on peut appeler ça l'occasion d'une vie. Et j'imagine que c'est la même chose pour vous en Europe. Là, si on avait regardé les éclipses en France, on verrait peut-être que parfois, il y a une éclipse en France, peut-être à tous les 80-90 ans, un peu comme ici. Donc, il faut vraiment être chanceux. C'est pour ça que le balado, j'ai étudié l'événement d'une vie. Parce que ça arrive à peu près tous les 80 ans. Évidemment, en 1936, je n'y étais pas. Et en 2106, je n'y serai pas. C'était donc l'occasion pour moi de voir une éclipse à partir de chez moi. Et occasion réussie. Absolument.
Et vous l'avez certainement remarqué, mais lors d'une éclipse de soleil dite totale, la Lune recouvre parfaitement le disque solaire pour ne laisser que la couronne apparente, ce qui, en plus de permettre d'importantes observations scientifiques, réserve un grand spectacle. Alors, comment cela se fait-il, mon cher Claude? L'éclipse totale vient du fait que le disque apparent de la Lune est exactement égal à celui du Soleil. Pour les raisons que j'ai expliquées un peu précédemment, c'est une coïncidence. Ça aurait pu être différent. La Lune aurait pu être plus petite, et donc à ce moment-là, elle n'aurait jamais caché le Soleil. Elle aurait pu être aussi un peu plus distante de la Terre. Donc encore là, elle n'aurait pas caché le Soleil. C'est-à-dire que là, actuellement, on a affaire à une coïncidence parfaite. Et cette coïncidence a tendance à changer parce que la Lune, on ne l'observe pas vraiment, là, elle s'éloigne de nous de quelques centimètres chaque année. Tranquillement, la Lune s'éloigne. Donc, tranquillement, son diamètre apparent diminue, de sorte qu'éventuellement, et là, je pense qu'on parle en termes de millions d'années, là, dans quelques millions d'années, on n'aura plus d'éclipse totale parce que la Lune, le diamètre apparent de la Lune va être trop petit par rapport au diamètre du Soleil, diamètre apparent du Soleil. Donc, c'est un phénomène qu'on observe actuellement et qui éventuellement va disparaître peu à peu, mais ce n'est pas de notre vivant, ce n'est pas d'ici 500 ans ou 1000 ans que ça va faire une différence. Mais il n'en reste pas moins que cette coïncidence-là est en train de diminuer petit à petit avec le temps. C'était donc un événement de taille ce 8 avril dernier, surtout que la bande de totalité traversait des zones densément peuplées. Mais qu'est-ce qu'on entend par bande de totalité? Si vous avez vu des illustrations, des dessins qui montrent la trajectoire de l'éclipse, vous voyez un long trait noir qui traversait l'Amérique du Nord du sud-ouest au nord-est. Là, c'est comme si vous aviez si vous preniez une carte géographique, puis vous preniez un crayon, puis vous faisiez une barrure en diagonale en partant du Mexique en allant jusqu'au Québec, vous seriez la trajectoire. Mais ça, c'est une illustration qui n'est pas tout à fait la réalité. La réalité de ce qui se passe durant l'éclipse, c'est qu'il y a une zone d'ombre qui mesure environ 200 km de diamètre qui suit cette bande-là. Imaginez la bande comme un chemin de fer, une voie ferrée, et l'éclipse elle-même, c'est comme un train. Fait que le train va circuler le long de la bande, mais le train lui-même, c'est un cercle d'à peu près, c'est comme un cercle noir, une ombre d'à peu près 200 km de diamètre qui a traversé de part en part l'Amérique. Donc, quand vous assistez à une éclipse, vous êtes à un moment donné au soleil et à un moment donné, il arrive une zone d'ombre qui va passer au-dessus de vos têtes. C'est donc pas une bande noire qui a été là pendant, mettons, 1 heure de temps. C'est la zone d'ombre va passer au-dessus de vos têtes si vous êtes bien placé pour la voir. Donc, quand vous voyez un trait noir, c'est la trajectoire, c'est la voie ferrée qu'on va suivre l'éclipse. Et l'éclipse, imaginez que c'est une locomotive qui suit le long de cette trajectoire-là. C'est ça qu'on observe. On passe littéralement dans l'ombre du soleil quand la Lune cache le soleil par rapport à nous. Et donc, est-ce que toi, tu habites Montréal? Est-ce que Montréal était dans cette bande de totalité? Est-ce que tu as observé l'éclipse depuis chez toi? La réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que oui, d'où j'habite, moi j'habite au sud de Montréal, si vous regardez sur une carte, effectivement, on était dans la zone d'ombre. J'aurais pu littéralement voir l'éclipse à partir de chez moi. Mais le problème, c'est que j'étais un peu sur la limite de la zone d'ombre. Ce qui fait que j'aurais pu être dans l'ombre de la Lune pendant environ 1 minute et 10 ou 15 secondes. Mais en me déplaçant, en allant à peu près 60 km plus au sud de chez moi, là, j'étais beaucoup plus au cœur de la zone d'ombre. Et là, j'avais 3 minutes et 20 secondes de totalité. Et je dois dire que ça faisait toute la différence entre un phénomène qui dure à peu près 1 minute et un phénomène qui dure 3 minutes. C'est déjà une belle différence. On pourrait dire que dans les conditions optimales, et je ne sais pas si c'était le cas quelque part ici en Amérique du Nord, mais dans les conditions optimales, une éclipse peut durer jusqu'à peu près 7 minutes et demie. Mais ça, c'est vraiment dans les conditions optimales. Mais 3 minutes 20 secondes, c'est une belle totalité. C'est donc que je me suis déplacé. J'ai pris la peine de me rendre à 60 km au sud de Montréal et ça valait vraiment le coup. Mais fait exceptionnel, j'aurais pu l'observer littéralement de chez moi parce que j'étais juste à la limite de la zone d'ombre. Et chaque fois qu'il y a une éclipse, tu dis qu'il y a toujours un grand sujet d'inquiétude. Quelle est cette inquiétude? Quand on lit les articles dans les journaux, moi, ça fait 50 ans que je lis des textes où on parle d'éclipses qui ont lieu aux États-Unis, en Afrique, en Europe, en Asie. Il y a toujours un très, très grand sujet de discussion et d'inquiétude, la météo.
Parce qu'évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de nuages si on veut pouvoir observer l'éclipse comme il faut. Et comme on l'observe quand on regarde des photos prises par les satellites météo, la Terre est couverte, j'ai l'impression, aux trois quarts de nuages. Il y a des nuages partout, partout, sauf dans le désert du Sahara, là, sauf en Afrique du Nord, là, mais partout à travers la planète, il y a des nuages. Donc, la question, c'est toujours de savoir quelles conditions météo il va y avoir. Évidemment, supposons que vous assistiez à une éclipse et que c'est couvert de nuages. Vous allez quand même être plongé dans la noirceur. Vous allez voir un phénomène quand même assez impressionnant. On va en parler dans quelques minutes. Mais vous ne verrez pas la Lune se placer graduellement devant le Soleil, croquer le Soleil, comme j'aime à dire. Vous allez simplement voir qu'à un moment donné, les nuages vont devenir très, très sombres, ils vont finir très, très noirs. Ça serait sûrement un phénomène assez intéressant, mais il n'y a rien tel que de voir l'éclipse comme on a eu la chance. Donc, la question, c'est toujours la question de météo. Et pour la petite anecdote, je dirais, mes amis astronomes que je fréquente depuis des années me disaient, Claude, les probabilités que le ciel soit nuageux, qu'il fasse très mauvais au Québec le 8 avril sont de 70%. Donc, faut pas avoir beaucoup d'attentes. Or, je pense qu'on peut dire, sans se tromper, qu'on a eu les meilleures conditions en Amérique. Dans toute l'Amérique, je pense que c'est au Québec où les conditions étaient meilleures. On a eu une journée de printemps idéale avec un ciel dégagé. Il n'y avait pas de nuages. En fait, pour dire la chose, il n'y avait pas de nuages durant la journée. Environ une heure avant l'éclipse, on a commencé à voir des nuages se pointer. Et là, on se demandait, est-ce que les nuages vont arriver avant l'éclipse? On a même demandé de devancer un peu l'heure de l'éclipse pour éviter les nuages. Mais finalement, les nuages ne nous ont pas... Non, ils n'ont pas obscurci l'éclipse. On a vu les nuages apparaître, mais on a eu vraiment des conditions d'observation exceptionnelles. Et je dois dire, hein, quand je disais tantôt que je lis des articles sur les éclipses depuis une cinquantaine d'années, combien de fois j'ai vu où là, on attend une éclipse à tel endroit et l'article du lendemain, c'est on ne l'a pas vu l'éclipse parce qu'il y avait des nuages. Je dirais à l'œil, je n'ai pas fait une compilation absolue, mais les 2 tiers du temps que vous observez une éclipse, les 2 tiers du temps, c'est nuageux, il fait mauvais, vous ratez l'éclipse. Il faut être chanceux pour l'avoir et ça a été notre cas, mais la météo, c'est toujours le très, très grand sujet d'inquiétude et pour cause. Et oui, pour avoir vu les images satellites, une fois l'éclipse passée, on voyait que sur une bonne moitié des États-Unis, il y avait un grand front nuageux et qui avançait lentement vers le Canada. Et c'est vrai que c'était juste au bon moment. Je pense que vous avez eu de la chance. Exactement. Ce qui est un peu ironique, hein, c'est qu'on avait prévu d'avance que peut-être le meilleur endroit pour observer l'éclipse, c'était au Texas. Or, au Texas, c'était très nuageux. Les photos que moi j'ai vues, ils ont à peine pu entrevoir l'éclipse. Évidemment, ils ont vu le phénomène d'ombre, ça s'est passé, mais ceux qui sont partis du Québec en disant qu'il y a 70% de chances de ne pas avoir des bonnes conditions, je vais aller au Texas, bien, malheureusement, ils ont perdu, alors que nous, on a gagné. Mais ça, c'est une question strictement de chance. Alors Claude, peux-tu nous raconter ton expérience d'observation de cette éclipse? Je vais le faire brièvement parce que je pourrais le faire en longtemps, mais je vais le faire brièvement. Pour donner un peu l'idée du contexte, l'éclipse était à 15h, vers 15h30, donc en fin d'après-midi, ce qui est une très belle heure pour observer l'éclipse, parce que des fois, ça peut être tôt le matin, des fois, ça peut être à l'heure du midi. Donc, vers 13h30, ça nous permettait de se déplacer. La grande question qu'on se posait, c'est est-ce qu'on va pouvoir accéder assez facilement au site prévu pour les gens du Québec? Je dirais que je suis allé dans le bout de Bedford, dans le bout en tout cas dans le bout de Bedford, à peu près 60 km au sud de Montréal. La question, c'est est-ce que les routes vont être engagées d'automobiles, puis qu'un trajet qui prendrait à peu près 1 heure, normalement, va en prendre 2-3 heures? Ça n'a pas été le cas. On s'est rendu, on est parti vers 10 heures le matin, et dès 11h30, on était en place. Très heureux d'être arrivé sain et sauf, surtout que les conditions étaient excellentes. C'était la première des vraiment très, très belles journées de printemps, parce qu'on n'en a pas eu jusqu'à maintenant beaucoup. Donc, c'était une belle journée de printemps. On s'est retrouvés dans un parc avec quelques centaines de personnes, mais ce n'était pas la foule. Et il y avait, entre autres, une douzaine, une quinzaine d'astronomes amateurs qui avaient installé leur appareil, leur télescope et autres, leur appareil photo. Donc, c'était quand même plaisant de les rencontrer, qui nous présentent leur appareil. Chacun voulait observer l'éclipse à sa façon. Finalement, comme on était assez d'avance, on avait apporté un lunch, parce qu'il faut prévoir aussi, l'attente peut être longue, donc on a pris un lunch à l'heure du midi. C'était agréable accompagné. D'ailleurs, on a rencontré plein de gens. Une anecdote, je parlais avec quelqu'un qui me disait à un moment donné, il me semble que je reconnais votre voix, vous, il me semble que j'ai entendu cette voix-là.
Il dit, vous ne seriez pas celui qui fait le balado Voyage dans l'espace. C'était un de mes auditeurs et comme c'est un balado, les gens ne savent pas à quoi je ressemble. Fait que lui, il a reconnu ma voix, mais fait que ça a été intéressant comme plaisant. L'éclipse a commencé vers à peu près 14h30, c'est-à-dire que là, on a commencé à voir que la Lune commençait à gruger le Soleil. C'est un phénomène intéressant à regarder, mais en même temps, c'est lent. C'est pour ça qu'il faut être en agréable compagnie puis être dans des bonnes conditions pour passer le temps. C'est vers à peu près 3 heures, l'éclipse est en privé à 3h30, que là, les choses commencent à être vraiment intéressantes. Là, il commence à faire sombre, on commence à voir la différence. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, le soleil, la Lune a grugé à peu près la moitié du Soleil. C'est intéressant à regarder avec nos lunettes. Évidemment, hein, quand on regarde avec les lunettes, c'est là qu'on se rend compte que le Soleil il est très loin, il est très petit, hein, tout est petit. Vous avez vu, vous, sur Internet, des photos où on voit, mais ça, c'est zoomé en quelque sorte, parce qu'en réalité, il faut avoir une bonne vue, si je peux dire, pour le voir, parce que c'est pas aussi flagrant que les photos que vous voyez par après. Et là, vers à peu près 3h15, donc une dizaine de minutes avant vraiment le début de l'éclipse totale, là, la température s'est mise à baisser. Je ne sais pas de combien, mais je vous dirais, il faisait à peu près 17 degrés en temps normal. Probablement que la température baissait de 2-3 degrés. C'est assez surprenant, là. En fait, je repensais à ça ce matin. Je disais, c'est un peu comme quand par une journée ensoleillée, on se promène. La différence entre être à l'ombre et au soleil. Vous passez devant un édifice, vous êtes à l'ombre, la température est plus fraîche, vous arrivez au soleil, il fait plus chaud, etc. C'est un peu ce phénomène-là. Mais c'est quand même amusant d'être au soleil, parce qu'il fait encore soleil, il fait encore clair, mais là, de sentir les températures qui vont baisser, puis là, on sent qu'il va se passer quelque chose. Et là, on voit vraiment, on dirait que le soleil, on dirait que c'est plus apparent que la Lune est en train de cacher le soleil. Et là, arrive la noirceur, la totalité. Là, ça arrive d'un coup, ça arrive sec. C'est comme si on rentre comme s'il y avait un gros nuage qui passait devant le soleil. Donc, soudainement, la lumière baisse. Et là, on a affaire à un phénomène qui est vraiment indescriptible. Il fait noir, mais pas comme en pleine nuit. Entre autres, on est dans un cône d'ombre, mais si on regarde à l'horizon, il fait clair. À l'extérieur du cône d'ombre, du nuage, il fait clair. Ce qui fait qu'il y a une espèce de luminosité. Je comparais un peu. Vous savez, des fois, on voit venir un gros orage. Hein? On est dehors et on voit les nuages qui s'en viennent du haut, ça va tomber, il va y avoir la pluie intense va arriver. Et il y a un peu presque, je veux dire, une atmosphère de fin du monde. Là. Il y a un orage terrible qui s'en vient. C'est un peu ce phénomène-là, mais multiplié par 100. Il y a vraiment, au moment de l'éclipse, pendant les 3 minutes, une espèce d'atmosphère de fin du monde. Et moi, j'ai vraiment compris, je me dis, les peuples qui ne comprenaient pas ce qui se passait, vraiment, on comprend qu'ils pouvaient être inquiets parce que là, on a souvent entendu parler de tribus qui réagissaient, puis etc. Parce qu'il y a vraiment une atmosphère de fin du monde. Et tous les gens autour de nous, ça c'est intéressant d'avoir du monde autour de nous. Il y a toutes sortes de réactions. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui crient, il y a des gens qui hurlent, il y a des gens qui applaudissent, il y a des gens qui ne savent pas trop comment réagir. Je me qualifie dans cette catégorie-là. Parce qu'on est vraiment pris par surprise. Vous avez vu des images de l'éclipse, là, le fait que la Lune cache totalement le Soleil, mais l'atmosphère, d'ailleurs, j'espère avoir des photos de quelqu'un qui a pris des photos de l'atmosphère en général, l'environnement. C'est vraiment très particulier. C'est une atmosphère, j'oserais dire, de fin du monde où, évidemment, nous, on connaît le phénomène, on sait que ça va durer 3 minutes 20 secondes, mais si on ne savait pas ça, je comprends qu'on se demanderait qu'est-ce qui se passe. T'sais? Tout le monde est pris par surprise. On en a entendu parler, on connaît le phénomène. Moi, j'ai lu des centaines d'articles sur des éclipses, mais quand ça arrive, on est pris au dépourvu. Et c'est pour ça que je parle que c'est bien davantage une expérience humaine qu'un phénomène astronomique. C'est un phénomène astronomique parce qu'on connaît la mécanique, mais l'expérience qu'on vit, l'émotion qu'on ressent, c'est vraiment très particulier. Et c'est pour ça que je le disais avant et je le répète encore plus aujourd'hui, si vous avez la chance d'aller voir une éclipse, manquez pas votre chance. C'est remarquable, c'est extraordinaire. Et il y a une très, très, très grosse différence entre être dans la totalité et d'être juste à côté de la totalité. C'est-à-dire que si vous êtes à un endroit où l'éclipse va être à 95 ou à 98 ou à 99 c'est vraiment pas la même chose. Les astronomes me l'avaient dit avant, ils disent qu'il faut vraiment être en zone de totalité parce que même si vous êtes à un endroit, vous dites le Soleil va être éclipsé à 99 c'est pas la même chose. Donc, ça vaut vraiment la peine si jamais vous êtes dans un endroit où il y a une éclipse pas très loin, à 100 km de chez vous. Prenez la peine de vous y rendre parce que la différence est énorme. Et donc, moi, j'ai observé l'éclipse pendant 3 minutes 20 secondes.
je me suis moins concentré sur l'éclipse en tant que telle que de regarder autour de moi, de regarder l'atmosphère autour de moi. Parce que les images de l'éclipse, vous l'avez tous vu, on les voit tous. Ça, c'est vraiment quand on voit en gros la Lune devant le Soleil. Ça, c'est une chose, mais on ne voit pas l'environnement. Et j'avoue que pendant 3 minutes et demie, j'ai savouré mon moment parce que c'était vraiment une expérience inouïe. Et après ça, au bout de 3 minutes 20 secondes, ah oui, juste un détail. Avant l'éclipse, tant que la Lune n'éclipse pas le Soleil, il faut regarder le Soleil avec des lunettes. C'est très, très, très important parce que c'est à ce moment-là qu'on peut endommager nos yeux. Au moment de la totalité, vous enlevez vos lunettes parce que si vous gardiez vos lunettes, vous ne verrez rien. Les lunettes, pour ceux qui n'en ont pas vu, imaginez une paire de lunettes fumées, une lunette soleil, mais 100 fois plus opaque. 100 fois plus. On ne voit rien à travers. On le voit juste le soleil quand on regarde avec ces lunettes-là. Donc, au moment de la totalité, vous enlevez vos lunettes. Juste avant que l'éclipse se termine, là, il y a toujours un guide qui est avec nous, un astronome qui nous dit là, c'est le temps de mettre ses lunettes. Et là, il faut mettre ses lunettes ou bien ne pas regarder le soleil, un des deux. Là. Mais à ce moment-là, c'est vraiment très important parce que c'est à ce moment-là qu'on peut endommager nos yeux. Et il y a un phénomène que je connaissais, mais que je n'avais pas vu venir. On appelle ça le diamant. Juste à la fin de l'éclipse, juste quand la Lune commence à sortir du soleil, il apparaît une espèce de diamant. On voit souvent des photos, là, c'est brillant, c'est vraiment un diamant. En réalité, c'est pas ça qu'on voit, c'est un flash. C'est comme si le soleil prenait une photo de nous en train de le regarder. Fait que le diamant, ça dure une fraction de seconde. Je ne comprends pas d'ailleurs comment les gens font pour le photographier parce que c'est vraiment extrêmement bref, mais c'est vraiment comme s'il y avait un appareil photo qui prenait un grand flash et on est aveuglé pendant une fraction de seconde. Et il faut avoir nos lunettes immédiatement après la chose parce que là, l'éclipse, la Lune va quitter le soleil et là, le soleil va faire son apparition. Et là, ce à quoi on assiste, c'est comme à une sorte de lever de jour. En fait, ce n'est pas une levée de jour parce que le soleil il est déjà dans le ciel, il est déjà haut dans le ciel, mais le jour apparaît en quelques minutes. Donc, on était dans la zone de noirceur et environ, je ne sais pas, 3-4 minutes après, c'est le plein jour. C'est assez surprenant comme phénomène. Et là, on revoit la température augmenter. Et la chaleur revient. Et là, je vous dirais que tout le monde se regarde, tout le monde ne sait pas quoi dire, tout le monde est sans mots, tout le monde a vécu quelque chose auquel personne ne s'attendait. C'est vraiment une expérience vraiment humaine indescriptible. En fait, j'espère vous en avoir fait donner une description, là, mais il faut vraiment le vivre pour le voir. Pour faire une petite comparaison, hein, si vous regardez des feux d'artifice à la télé, même à la télé en couleur, pas vraiment intéressant. Si vous assistez à des feux d'artifice en vrai, c'est tout à fait autre chose. Ben, c'est un peu ce genre de comparaison qu'on pourrait faire. J'oserais même dire, si vous regardez des films, des feux d'artifice en noir et blanc sur une vieille TV, ou si vous regardez des feux d'artifice en direct, vous imaginez la différence, ben, c'est ça la différence entre les films qu'on peut voir sur les éclipses et la réalité quand on la vit. Donc pour toi, ça a été surtout une expérience sociale, c'est ça en fait, ce qui a été l'événement majeur de cette éclipse pour toi? Absolument. Ben, je pense que pour tout le monde. D'ailleurs, je fais une comparaison un peu curieuse, mais le lendemain matin, tout le monde était sous le choc de ce qu'on avait vu. Tout le monde en parlait. Et la comparaison que je faisais, je disais, c'est un peu comme au lendemain des événements du 11 septembre ou bien donc du Bataclan, où il y a eu des attentats terroristes, où tout le monde le lendemain est sous le choc. C'était la même atmosphère qu'on pouvait vivre, sauf que cette fois-là, c'était quelque chose de positif. Au moins, c'était pas dramatique. Mais vous savez, là, quand il s'est passé quelque chose le lendemain, tout le monde se dit, qu'est-ce qui est arrivé hier? C'est dramatique, entre guillemets. C'est un peu la sensation qu'on a vécue partout au Québec. C'est tous ceux qui ont eu la chance d'assister à l'éclipse n'en revenaient pas de ce qu'ils avaient vu. Puis j'ai l'impression que ceux qui ont manqué la chance se sont dû dire « Wow, on a manqué vraiment quelque chose ». C'est pour ça que je parle d'un événement social puis d'une expérience humaine parce que ça n'a rien à voir avec un phénomène astronomique. C'est tellement intense ce que l'on vit. Et le lendemain, partout dans les médias, partout entre nous, tout le monde au bureau, tout le monde se parlait. As-tu vu l'éclipse? Oh wow, tout le monde se racontait ce qu'on a vécu, un peu comme quand on se raconte où étais-tu lorsqu'ils sont arrivés les malheureux événements du Bataclan, où sont arrivés les attentats du 11 septembre. C'est un peu dans la même nature, sauf que cette fois-ci, et c'est là que je dis, la science, c'est quand même beau. Cette fois-ci, on a affaire à un événement astronomique et non pas à un événement malheureux comme ça arrive malheureusement trop souvent. Et je ne sais pas si vous avez vu ces images, mais il y a aussi une paire de chanceux qui ont regardé l'éclipse depuis l'orbite, puisque les astronautes de la Station spatiale internationale survolaient une partie de l'Amérique du Nord à ce moment-là.
Et ce qui était intéressant aussi de cette vidéo, je n'ai pas exactement l'adresse de vidéo à vous donner, mais je pense que c'est assez facilement trouvable, c'est qu'on entend les astronautes parler, s'appeler les uns les autres. Ah, viens voir, c'est extraordinaire. Leur réaction n'a pas de prix aussi. Je pense qu'ils étaient certainement cueillis comme ceux à Terre. C'est ça. L'inconvénient pour eux, bon, ils étaient bien placés, eux autres, ils n'avaient pas à craindre les nuages, mais comme la station spatiale circule à la vitesse de 28 000 km/s, ils n'ont pas eu quelques minutes de totalité, ils ont eu probablement quelques secondes, je n'ai pas le chiffre, là, mais je veux dire, ils sont passés entre la Lune et le Soleil à une certaine vitesse. Donc, ils ont vu quelques secondes, peut-être 5-10 secondes, je ne sais pas, là, mais ils n'ont pas eu la chance de l'admirer parce qu'eux autres, ils circulent autour de la Terre, alors que nous, au moins, on est en position fixe. Mais juste dire, on a vraiment vu venir une espèce de nuage passer au-dessus de nous, la zone d'ombre, et finalement, la zone d'ombre nous quitter. C'était spectaculaire. Et avais-tu déjà observé d'autres éclipses totales dans ta vie? Et non, hélas, c'est ma première et fort probablement ma dernière, à moins de vouloir me déplacer. C'est sûr que celle qu'il va y avoir en Europe en 2026, c'est au mois d'août, je pense, 2026 en Espagne ou au Portugal, c'est un peu tentant d'y retourner. Encore là, c'est vrai que dans ces pays-là, je pense qu'eux autres ont moins de problèmes de nuages. La météo, je pense qu'elle est beaucoup plus clémente, mais il y a toujours le risque de se rendre sur place et que les conditions soient mauvaises, comme ceux qui sont allés au Texas pensant que ça serait mieux qu'au Québec. Ça a été donc ma première éclipse et je pense ma dernière, à moins d'être vraiment chanceux, mais je suis très content de ne pas avoir raté ma chance parce que ça aurait été un peu navrant de dire j'aurais pu me déplacer un peu et je ne l'ai pas fait et malheureusement j'ai manqué. C'est ma première expérience. J'avoue, il y avait eu une éclipse quand j'étais jeune, j'étais adolescent, j'avais une quinzaine d'années, je pense, en 72, il y avait une éclipse. Il aurait fallu que je me déplace d'environ 500-600 km, ce qui n'est pas des distances quand même considérables, pour me rendre dans l'extrême est du Québec, en Gaspésie, pour ceux qui connaissent la région, pour assister à l'éclipse. Mais ceux qui sont allés, il pleuvait abondamment au moment de l'éclipse, ce qui fait qu'ils ont vu l'ombre, le ciel s'obscurcir, mais ils n'ont pas vu l'éclipse. Donc ça avait été le danger de on se déplace. Fait que non, ça a été ma seule éclipse et probablement la seule que je verrai de mon vivant. Et est-ce que selon ce qu'on t'a rapporté, les éclipses se ressemblent plus ou moins les unes des autres ou... Non, de ce qu'on m'a rapporté, c'est que chaque fois, les circonstances sont différentes. Les questions de météo, les questions de durée d'éclipse, des fois c'est un peu plus long, des fois c'est un peu plus long. Comme la distance entre la Terre, la Lune et le Soleil varie, parfois, on a si vous regardez d'ailleurs des photos des éclipses précédentes, parfois vous avez le Soleil, la Lune cache presque parfaitement le Soleil, ce qui fait que vous avez un tout petit anneau de lumière, ce qui est très spectaculaire quand même. Mais là, cette fois-ci, la Lune ne cachait pas parfaitement le Soleil, ce qui fait qu'on a eu une belle couronne, très spectaculaire d'ailleurs. Si vous avez vu des photos, là, c'est pas juste un petit filet de lumière autour de la Lune, il y avait toute une espèce de couronne autour. C'était très spectaculaire. Fait que chaque éclipse est différente et je pense que j'ai eu la chance d'avoir une éclipse particulièrement intéressante. Mais ceux qui en ont vu vont dire c'est jamais pareil. D'ailleurs, Jean-René va nous en parler à la fin du balado. Pour donner juste un exemple, Jean-René a vu 2 éclipses dans sa vie. La première, c'était en plein hiver dans le bout de Winnipeg, au Manitoba. C'était donc des conditions très différentes de celles qu'on a vues cet été, dans une belle journée d'été avec un ciel splendide. Donc, chaque fois, d'ailleurs, la météo rend les choses différentes. Et est-ce que ça peut être dangereux, une éclipse? Ah, ça, là, ça aussi, ça fait partie, j'oserais dire, du phénomène social qu'on a vécu au Québec. Le débat, les pourparlers, les discussions qui ont eu à savoir est-ce que c'est dangereux, oui ou non? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les enfants? Est-ce qu'on devrait enfermer les enfants dans des sous-sols pour être certains qui seront pas aveuglés par l'éclipse? Est-ce qu'on doit fermer les écoles, etc.? Ça a été un débat social comme si... Ah oui. D'ailleurs, Jean-René souligne que dans chaque société, c'est toujours comme ça. Il y a une espèce de panique qui s'installe chez les décideurs. Ce qu'il faut comprendre, pourtant, le principe est assez simple. Si, là, aujourd'hui, vous regardez le soleil, si vous pouviez regarder le soleil, vous endommageriez vos yeux. OK? On a probablement tous fait l'expérience suivante. J'imagine quand on est enfant, si vous prenez une loupe et vous sortez dehors par une journée de soleil, vous concentrez les rayons de soleil sur votre peau, vous allez voir qu'en l'espace de quelques secondes, quelques dizaines de secondes, ça va chauffer. Si vous concentrez les rayons du soleil sur une feuille de papier, elle va brûler. Quand vous regardez le soleil,
la lentille de votre œil fait exactement le même phénomène qu'une loupe, va brûler le fond de votre œil. Ce qui fait qu'il ne faut jamais, jamais regarder le soleil. En temps normal, ça va bien. Là, quand le soleil est dans le ciel, il est tellement brillant, on ne peut pas le regarder, sauf au lever puis au coucher. Mais là, comme il est bas sur l'atmosphère nous protège. Ce qui fait qu'on regarde des levées de soleil, on regarde des couchers de soleil, mais on ne regarde pas le soleil directement. Au moment de l'éclipse, lorsque la Lune cache, par exemple, les 3/4 du soleil, là, on serait capable de regarder le soleil à l'œil nu, mais là, on aurait le phénomène de loupe. On endommagerait nos yeux. D'où l'idée d'avoir des lunettes spéciales pour regarder le soleil au moment de l'éclipse, parce que ça devient possible de regarder le soleil. D'ailleurs, les fameuses lunettes peuvent servir à regarder le soleil en plein jour. D'ailleurs, tous ceux qui ont eu des lunettes, probablement dans les jours avant, ont regardé le soleil avec leurs lunettes pour découvrir qu'il s'agit d'une espèce de toute petite étoile dans le ciel. Là. C'est pas gros comme on pense que c'est habituellement. Fait qu'avec des lunettes pour éclipse, on peut regarder le soleil, mais il ne faut jamais regarder le soleil à l'œil nu. Même chose quand l'éclipse se termine. Là, on peut encore regarder le soleil à l'œil nu, mais là, on pourrait endommager nos yeux. Donc, c'est juste ça qu'il faut savoir. C'est qu'il ne faut pas regarder le soleil à l'œil nu. Quand vous savez ça, ben, c'est pas compliqué. Mais là, ici, là, les gens ont eu peur. Est-ce que les gens vont devenir handicapés, ils vont perdre la vue ici et ça? Mais non, c'est juste qu'il faut un minimum de précaution, un peu comme quand on va au soleil, on se met de la crème solaire tout simplement. Bon, ben, quand on regarde le soleil dans le cadre d'une éclipse, on porte des lunettes particulières. C'est tout simplement ça, mais il y a eu un délire d'ailleurs, Jean-René va en mentionner tantôt, puisqu'on a déjà fait l'entrevue. Ça a été vraiment fou. C'est pas dangereux une éclipse à condition de prendre des précautions, comme c'est pas nécessairement dangereux d'aller se promener dans une ville à condition de faire attention aux feux rouges et aux trottoirs. C'est pas dangereux de conduire des automobiles à condition de faire attention, c'est juste ça. Mais les gens devant un peu un phénomène exceptionnel ont réagi de façon un peu exceptionnelle, malheureusement. Et que conseilles-tu de faire pour réunir les bonnes conditions pour une belle observation d'éclipse? La première des choses, c'est qu'il faut vraiment aller à la zone d'ombre. Ça vaut la peine de se déplacer, comme je l'expliquais un peu plus tôt. Tu sais, il y a des gens qui disaient « Ah, ben d'où je suis, l'éclipse va être à 95 % ou à 98 %. Les astronomes nous l'avaient dit avant, puis j'ai pu le constater. C'est vraiment, vraiment pas la même chose. Prenez la peine de vous rendre en zone d'ombre. S'il faut vous déplacer d'une centaine de kilomètres ou de 200 kilomètres, ça vaut le coup. La deuxième des choses, c'est donc d'avoir les lunettes appropriées. Les lunettes appropriées, là, ce qu'il faut comprendre, ne sont pas très à la mode, hein, ces lunettes-là, c'est pas très esthétique, mais c'est un peu comme si c'était des verres fumés, mais 100 fois plus fumés, 100 fois plus dense. Ce qui fait que si vous mettez ces lunettes-là et vous regardez autour de vous, vous ne voyez rien. C'est tellement, ça filtre tellement, c'est tellement dense que vous... Fait qu'on ne peut pas faire autre chose que de regarder le soleil avec ces lunettes-là parce qu'elles sont parfaitement opaques. Je dis ça parce que si jamais un jour on vous propose des lunettes, vous les mettez, vous regardez autour de vous, puis vous voyez plus ou moins quelque chose, ce ne sont pas des bonnes lunettes. Les lunettes pour regarder des éclipses sont parfaitement opaques. Donc, de se munir de ces lunettes-là, ce qui est un drôle, hein? Moi, j'en ai acheté des lunettes comme ça il y a à peu près 6 mois. Je les ai payées 4 $ chacun. Hein. C'est des lunettes en carton avec un filtre tout simple. C'est pas quelque chose de très, très sophistiqué. Mais partout, on nous en donnait. Partout, on en avait. D'ailleurs, même une demi-heure avant l'éclipse, quelqu'un où on était est passé avec un baguette de lunettes. Puis il y en avait. Tout le monde en avait. Tout le monde pouvait en avoir des lunettes gratuitement. Donc, il y avait une abondance de lunettes. Puis j'imagine que c'est partout comme ça, en tout cas en Occident. Là, fait qu'il faut avoir ces lunettes-là, puis c'est facile de s'en procurer. Il y en avait partout. D'ailleurs, tout le monde a son souvenir, tout le monde a sa paire de lunettes. La troisième chose que je dirais, c'est, on va le dire de même si c'est un peu paradoxal, mais n'apportez pas d'appareil photo. Ce que je veux dire pour ça, bon, vous avez votre cellulaire, là, mais c'est pas important de prendre des photos. Il y a plein de gens qui vont en prendre, des astronomes, des spécialistes. Vous allez avoir des photos partout. Inutile de prendre des photos. Regardez ce qui se passe. Appréciez le moment présent. Là. Les photos, vous allez l'avoir. Moi, j'ai plusieurs amis astronomes qui avaient des appareils automatiques qui prenaient des photos. Ils me les ont fournis. C'est l'éclipse que j'ai vu tel que je l'ai vu. Mais moi, je ne me suis pas embêté d'avoir un appareil photo. À la rigueur, avec votre cellulaire, prenez des photos de l'atmosphère un peu autour de vous, des gens avant, là, pendant qu'on attend que l'éclipse se produise. Ça peut être utile. Là. Mais au moment de l'éclipse, ce n'est pas le temps de dire je vais m'équiper d'appareils photo, je vais prendre des photos de l'éclipse. Il y en a des millions de photos de l'éclipse. Pas besoin d'en prendre soi-même. Profitez du moment qui est unique et qui dure que quelques minutes. Et dernier détail qu'on avait oublié,
parce que comme on s'en allait à la campagne, on avait apporté de la bouffe, on avait apporté de l'eau, on avait apporté de quoi se garder au chaud, on avait oublié notre crème solaire. On va voir une éclipse. On va être au soleil. On espère être au soleil. On espère qu'il n'y aura pas de nuages. Résultat, j'ai pogné un léger coup de soleil parce que je n'avais pas mis de crème solaire. C'était vraiment un oubli. Puis personne ne l'avait dit. Mais c'est vrai que si vous allez observer le soleil pendant quelques heures, bien, ça se peut que vous protégez vos yeux avec des lunettes, mais pas le reste du corps. Donc, apportez-vous de la crème solaire, ça peut être utile parce que vous allez être au soleil pendant quelques heures. Autrement, vous allez avoir la chance d'avoir des nuages, pas de coup de soleil, mais pas d'éclipse. Donc, n'oubliez pas la crème solaire. Et plus important que la crème solaire, l'ultime conseil, Claude? Ben, l'ultime conseil, là, c'est apprécier le moment présent, regardez le moment présent, vivez le moment présent. Ne vous occupez pas de... Pour ça que j'insiste beaucoup, parce que je trouve ça toujours dommage, moi, quand quelque chose est si bref, les gens disent, je vais prendre des photos, je vais faire ci. Non, non, non. Regardez, appréciez le moment présent. Ça, dans mon cas, ça a duré 3 minutes et 20 secondes. J'en garde un souvenir inoubliable. Je me suis concentré. Je regardais autour de moi, je regardais le nuage qu'il y avait autour de moi et les gens. À l'horizon, on voyait la lumière. Je regardais les gens. J'ai regardé l'éclipse, mais pas plus que ça. Là. Dans les 3 minutes et demie, 3 minutes 20 secondes, j'ai eu le temps de la regarder, mais c'était pas l'éclipse, c'était l'environnement, c'est tout. Fait que je dirais aux gens, quand une expérience est si courte, appréciez-la, regardez-la. Les photos, là, il y a d'autres personnes qui s'en chargent. C'est le même conseil que je donne si vous avez un jour la chance d'aller voir un lancement de fusée. Le lancement de fusée, là, ça dure quelques minutes tout au plus, un peu comme une éclipse. Prenez pas de photos. Là. Il y a des gens qui vont prendre des photos. Là. Regardez le lancement de fusée, absorbez le moment et ça devrait être comme ça. Et après ça, quand vous avez absorbé le moment, ça va vous rester toute votre vie. Et maintenant, je peux vous donner une liste non exhaustive, évidemment, des prochaines éclipses notables. Alors, celles que j'ai retenues principalement pour l'Europe et l'Amérique. Mais si vous êtes prêt à bouger en Atlantique Nord ou Pacifique Sud, vous en aurez plein, hein, on l'a dit avec Claude. Donc, il y en aura une le 12 août 2026. Donc, on en a parlé succinctement au nord de l'Espagne et au nord du Portugal. Je crois que ce sera, si je ne me trompe pas, c'est en fin de journée, si je ne me trompe pas. Donc, ça réserve aussi une petite partie de l'Espagne. Si on veut avoir des bonnes conditions, il vaut mieux pas regarder l'éclipse vraiment au coucher du soleil, c'est ça? Exactement. C'est sûr qu'idéalement, c'est quand l'éclipse a lieu en plein milieu de la journée, c'est plus intéressant qu'au lever ou du coucher du soleil. Juste une parenthèse, il existe un site de la NASA, là, je pense que vous tapez NASA Eclipse. Il y a toutes les informations précises, il y a les cartes, les heures de toutes les éclipses passées, présentes et futures. Donc, on pourrait mettre le lien quand on diffusera le balado dimanche. Tout à fait. C'est ça. Il y a vraiment toutes les précisions. Fait que si vous voulez planifier un voyage, même en 2045, vous avez toute l'information avec les cartes, les dates, les heures, etc. Donc, mais c'est effectivement celle d'Europe dans 2 ans, ça annonce très intéressant. Et il y en aura aussi une le 2 août 2026. Alors, je n'ai listé que les éclipses totales. Alors que le 2 août 2027, qui va passer droit au-dessus du détroit de Gibraltar, donc entre l'Afrique du Nord et le sud de l'Espagne, et qui va poursuivre sa course sur toute l'Afrique du Nord, la péninsule arabique. Là, il doit y avoir des conditions à peu près propices, normalement, sans beaucoup de nuages, donc ça risque d'être très spectaculaire. Le 12 août, alors 2045, là on fait un grand bond dans le futur, c'est toujours une éclipse totale qui va traverser là, les États-Unis d'ouest en est, donc de Californie jusqu'en Floride. Donc ça risque aussi d'être un beau spectacle. Le 12 septembre 2053, donc c'est la même que le 2 août 2027, donc, qui va passer au-dessus de Gibraltar de l'Afrique du Nord. Et la prochaine qui sera en France, donc j'ai choisi pour moi, hein, si jamais je n'avais pas envie de me déplacer, pour tous les Français qui nous écoutent, ce sera le 3 septembre 2081. Donc je serai, si je suis toujours là, dans ma 99e année, personnellement. Et moi, je serai au ciel, ou moi en enfer. Donc peut-être que je serai encore là, mais bon, il y a quand même peu de chance. Mais en tout cas, je vous ai donné quelques dates comme ça. Et en cherchant ces dates, j'ai vu que, évidemment, toutes ces dates sont calculées à l'avance avec des calculs savants que je ne vais pas détailler ici. Mais j'ai trouvé une information intéressante, c'est que ces calculs-là sont faits avec une précision de l'ordre de 2 à 3 secondes.
Alors ça, j'ai trouvé ça absolument fascinant. C'est effectivement de penser qu'on peut prévoir des décennies à l'avance des phénomènes astronomiques avec une précision de 2-3 secondes. Ça montre que, quand j'expliquais dans des balados précédents, la mécanique céleste qu'a découvert Copernic, Kepler et compagnie, c'est une mécanique qu'on peut calculer d'avance. Bon, on en a l'exemple maintenant, comme quoi nos calculs nous permettent d'évaluer avec précision des phénomènes astronomiques à 2-3 secondes près. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que il y a des genres de saisons d'éclipses. Il va y avoir des cycles d'éclipses. Alors, je n'ai pas non plus le détail, mais si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ça assez facilement. C'est des cycles de quelques années où, en fait, on a les mêmes éclipses qui reviennent au même endroit, puis ensuite elles reviennent sur l'antipode de l'endroit précédent. Enfin, c'est très intéressant une fois qu'on commence à étudier le sujet. D'ailleurs, c'est intéressant de penser qu'en Espagne, qui n'est pas loin de chez vous, ben, il va y avoir 2 éclipses à 2 années d'intervalle, Oui, à une année d'intervalle. Ils sont vraiment, vraiment chanceux parce que, comme je le mentionnais un peu plus tôt, au Québec, il y en a une en 1936, il y en a une en 2004, en 2024, puis il y en a une autre en 2106. Donc, on n'a pas souvent, nous. oui, c'est ça. Je crois que la précédente en France, c'était 1999, si je me OK. souviens bien. Donc la prochaine 2081. Donc C'est ça. c'est un peu, c'est moins souvent que la comète de Halley. Exactement. C'est pour ça que j'ai intitulé le balado c'est la chance d'une vie, hein, l'aventure d'une vie, parce que normalement, si on ne se déplace pas, là, ça nous arrive avec un peu de chance une fois dans notre vie. Et j'ai eu cette chance-là il Exactement. y a quelques semaines. Merci à toi, Claude. Je m'éclipse moi-même à mon tour et je te laisse la place avec l'entretien et Jean-René Roy. Bon, ben, bonjour, c'est un plaisir que j'accueille Jean-René, comme on vient de l'annoncer dans le balado. Jean-René qui est astronome bien connu, ami de voyage dans l'espace. Et Jean-René, ben, il a eu la chance de voir pour lui une deuxième éclipse, parce qu'il y en avait une. Jean-René, tu en avais eu une, je pense, il y a 5-6 ans à peu près. Un peu plus longtemps. 26 février 1979. OK, on n'oublie pas les dates, hein? Rarement. C'est ça. Raconte-moi un peu ce que ça a été pour toi, ton expérience. Est-ce qu'on peut comparer les 2 éclipses? Est-ce que tu veux pas relater les 2 expériences ou celle que tu as vécue? Raconte-moi comment tu as vécu la chose. Oui, donc un spectacle absolument spectaculaire le 8 avril la semaine dernière. En contraste avec l'énervement que j'ai vécu à celle de 1979 parce que la veille au soir, j'étais sur une petite île en plein lac Winnipeg. Donc, c'est dans la province du Manitoba, au centre du Canada. C'était l'hiver, mais il pleuvait. Et même si c'est une région très froide, il pleuvait jusqu'à tard dans la soirée. Donc, on était convaincus que ça n'était fait pour le lendemain. Mais ça s'est éclairci en milieu de soirée et le lendemain matin, il faisait très beau. L'éclipse avait lieu autour de 10h, 10h30 du matin. Ce fut une éclipse absolument spectaculaire. Et dans l'après-midi, il s'est mis à neiger. Donc, en contraste, l'éclipse qui est passée aux États-Unis et au Canada la semaine dernière est arrivée en plein milieu d'une belle période de 3 jours ensoleillés en général. Surtout au Québec, où on a eu des conditions probablement les meilleures de toute la trajectoire. Mhm. Et toi, comment tu l'as vécu? Donc, j'étais avec amis, famille, une vingtaine de personnes, jeunes et vieux. Ça a été très agréable. Les gens plusieurs avaient les petites lunettes. Moi, j'avais un bon télescope avec un excellent filtre. Donc, on pouvait voir le soleil avec ses taches. On pouvait aussi voir sa progression aisément. Et comme toujours, il y a une espèce de continu. Les gens, on se craignait pas pour le temps qu'il allait faire. Et les gens ont une espèce de sentiment que quelque chose va se passer, mais tout est relativement calme. Et le moment où la totalité frappe, et je parle de frapper parce que ça se fait en une seconde à peu près, et là, le ciel qui s'était assombri tout d'un coup devient noir. Et une espèce pratiquement d'explosion de cette couronne qui apparaît autour du soleil avec la lune noire comme un charbon qui cache le soleil. Et là, c'est les cris, les gens pleurent, les
gens crient, les gens chantent presque. Donc, le moment est un moment scientifique, mais aussi un moment esthétique et émotif incomparable. Et l'excitation, je pense qu'elle est à ce moment-là à son comble. Mais moi, ce que j'ai vécu après, c'est que le bombardement de questions que j'ai eues de tous les gens qui étaient autour de moi, qui m'ont posé des questions sans arrêt, jeunes et vieux, surtout les jeunes qui étaient extrêmement allumés. Je parle d'adolescents ici surtout. Et c'était un grand plaisir de vivre cette expérience humaine et de partager, de voir que cette curiosité et les questions qui étaient vraiment ciblées sur le phénomène qu'ils venaient de voir, d'observer. Donc, un grand moment pour moi comme scientifique, comme pédagogue aussi. OK. Toi, là, quand dans la période de totalité, est-ce que c'est l'astronome qui regarde l'éclipse ou c'est l'être humain ou les deux? Tu me parles que les gens ont réagi. Toi, tu as réagi comment? Ben, moi, j'ai réagi un peu plus scientifiquement. À ce moment-là, j'ai pas osé enlever mon filtre sur le télescope. J'ai plutôt pris des jumelles, de bonnes jumelles, et j'ai regardé la totalité en bonne partie avec les jumelles pour voir les protubérances qui étaient sur le pourtour et de voir aussi la couronne, un peu de structure. On va voir de très bonnes images apparaître dans les prochaines semaines, les gens qui vont faire des traitements spéciaux pour faire apparaître des structures fines de la couronne. Mais c'était oui, le phénomène humain, parce que je connais la physique du Soleil. J'ai fait mon doctorat il y a des années sur le sujet. Et j'avais cet aspect-là, mais la dimension humaine de ce spectacle était incomparable aussi, il n'y a aucun doute. OK. Fait que toi, OK, c'est l'humain et le scientifique qui se côtoient à ce moment-là. Oui, ça se fait assez facilement dans une expérience pareille. OK, parfait. Euh, Comme j'ai décrit plus tôt dans le balado, moi, je trouve que l'éclipse, c'est avant tout une expérience humaine. C'est comment la société réagit avant l'éclipse, pendant l'éclipse et après l'éclipse. Ça a un impact majeur sur la société qui vit ça. Au Québec, on en a parlé pendant des semaines. Il y a eu même des controverses. C'est un phénomène social avant tout, l'éclipse. J'ose dire presque plus qu'astronomique, non? Oui, ce qui est un peu dommage, mais heureusement, je pense que ici, finalement, la bêtise s'est apaisée, un peu éclipsée avec les gens qui sont organisés. Mais ça a été une démonstration, encore une fois, de l'ineptie et de la bêtise de certaines instances gouvernementales et de certains milieux scolaires. Heureusement que ça n'a pas tellement affecté ce qui s'est passé. Dans certains cas, oui, il y en a qui ont été empêchés de voir l'éclipse. Et ça, c'est quelque chose presque, c'est quelque chose qui est lamentable, exceptionnel, heureusement. Ça se produit toujours au cours de l'histoire et ça va continuer de se produire donc à nos collègues, amis européens qui vont voir peut-être une des éclipses dans les prochaines années. Donc, rester calme devant ces débordements et ces balbutiements un peu absurdes de la part de certaines instances. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça. C'est Mhm. l'humanité dans son côté éclipsé. Mhm. Le dommage, peut-être, c'est que notre prochaine équipe au Québec, c'est dans 80 ans. Fait qu'on va avoir oublié la bêtise qu'on a vécue avant, puis probablement que ça va se reproduire dans 80 ans. On sera plus là, toi et moi. Très probablement. Mais je voudrais tout de même rappeler les éclipses mariennes parce que comme tu dis, nos collègues européens, c'est probablement, il y a des possibilités d'observer. Mhm. Donc, il y a deux éclipses totales de soleil par année environ, mais elles sont souvent dans des régions éloignées, sur l'océan, en Arctique, en Antarctique. Donc, prenez note de l'éclipse du 12 août 2026, donc qui va commencer en Méditerranée, donc qui va être visible en Espagne le matin tôt, ce qui rend un petit peu marginal les conditions possibles de bonnes observations. Et elle va à peine effleurer l'Islande, si vous êtes sur la portion extrême ouest de l'Islande, et elle va finalement frôler la côte est du Groenland. Donc, pour les aventureux, c'en est une bonne. L'autre, peut-être plus facile, le 2 août 2027, donc dans un peu plus de 3 ans, une éclipse qui sera beaucoup plus facile, qui va aller de l'Arabie saoudite, l'Égypte,
Gibraltar et le nord de l'Algérie et la toute fine pointe du nord du Maroc. Donc, ça, c'est une bonne. Possiblement, là, pour surtout les gens qui vivent en Europe, pour y aller, disons que les circonstances, les voyages sont peut-être plus faciles et c'est la saison estivale. Ensuite, l'autre que je recommanderais, c'est celle du 22 juillet 2028. Donc, elle sera visible en Australie. Et en particulier, la ville de Sydney va être en plein cœur de la totalité. Donc, vous verrez, réserver vos hôtels, faites-le dès maintenant si vous pouvez. Et les chances pour juillet 2028 en Australie, c'est l'hiver. Oui. Donc, les conditions météorologiques peut-être un petit peu risquées, mais la chance est toujours à prendre pour un beau spectacle. Et je suis sûr que les gens qui iraient en Australie iraient visiter autre chose avant et après l'éclipse. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que, maintenant, nous, on s'en parle, ça fait à peu près, ça va faire une semaine demain qu'on a vu l'éclipse. Qu'est-ce que tu retiens de tout ce que tu as vécu, de l'expérience sociale qu'on vient de vivre? C'est quoi un peu le bilan que tu en fais? La chose qui me frappe, c'est que le phénomène que les gens observent stimule une curiosité d'une manière absolument incroyable. Plus que n'importe quelle vidéo YouTube que vous pouvez faire, l'éclipse vue avec nos yeux en phase de totalité, c'est incomparable, c'est impossible à reproduire avec tous les moyens que vous pouvez imaginer, avec Hollywood, avec toutes les machines d'intelligence artificielle, impossible à reproduire. Donc, télé-réalité, inventez tout, là, vous n'arriverez jamais à reproduire une vraie éclipse, à être là avec vos propres yeux. D'où l'idée que ça vaut la peine de se déplacer quand c'est possible, parce que si c'est pas chez nous qu'on la voit, si on peut faire quelques centaines de kilomètres, ça vaut vraiment la peine, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un phénomène inimaginable, indescriptible et qu'on ne peut pas reproduire, je pense, d'aucune façon. Effectivement. Exactement. Est-ce que, en terminant, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Non, j'ai juste à souhaiter aux gens qui tenteront d'aller voir une ou plusieurs autres éclipses, surtout si vous êtes jeune. Prenez votre mal en patience. La météo est toujours le facteur déterminant. Donc, si vous prévoyez aller ailleurs loin, évidemment, pensez à faire autre chose que seulement l'éclipse. Et si elle arrive, ce sera le point culminant, le climax de votre expédition. Tu parles beaucoup de météo, puis effectivement, c'est le facteur déterminant. C'est quand même amusant de penser que moi, depuis des années, quand on voyait venir l'éclipse pour le 8 avril, on se disait 70% de chance de mauvais temps, alors que, comme tu l'as souligné tantôt, c'est probablement au Québec qu'on a eu les meilleures conditions. Comme quoi la météo est vraiment imprévisible. Exactement, surtout à long terme. Ouais. Parfait, exactement. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Jean-René, d'avoir partagé ton expérience et ça va compléter un peu ce que nos amis européens. On va leur donner le goût d'aller voir l'éclipse. D'ailleurs, moi, ça me donne même le goût peut-être d'envisager un voyage en Europe à cette occasion-là. Ben merci beaucoup, Jean-René. C'est toujours un plaisir, Claude.